ça va être de pouvoir vous redonner un maximum d'informations, de faire un focus également sur les attentes des recruteurs et la façon de se positionner avec les recruteurs, puisque effectivement, c'est quelque chose qui peut différer en fonction des cabinets, etc. Mais quand même, il y a des grandes lignes à respecter, il y a des tips. Donc, on va faire en sorte de balayer au maximum toutes ces informations-là. Si jamais à un moment donné, vous ne m'entendez plus ou s'il y a un petit souci, n'hésitez pas à me le faire savoir également dans le chat. Et je vous redis, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, à voter également pour celles qui font peut-être redondance avec des questions que vous vous posez vous-même, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un temps d'échange à la fin de notre webinaire qui soit le plus participatif possible. Donc, je vais commencer par me présenter. Laure Auvert, moi j'interviens chez Michael Page depuis 3 ans maintenant et je suis spécialisée sur les profils commerciaux, marketing et digital. Et donc sur la marque Michael Page qui est dédiée à la détection de profils plutôt cadre confirmé sur notre bureau lyonnais. Ce qui m'intéresse, c'est d'en savoir un petit peu plus également sur vous. Alors, on va commencer par un petit sondage assez rapide. Vous allez voir dans le chat, vous allez avoir une question qui va apparaître où je vous demande justement votre situation actuelle. Savoir si vous êtes... Alors, attendez, hop. On va le refaire. C'est pas le bon. Voilà, savoir si aujourd'hui vous êtes actuellement en poste, en recherche active ou sans activité professionnelle. Donc en poste, en recherche active, en poste, en recherche plutôt passive, c'est-à-dire que vous êtes bien dans votre poste, mais vous regardez un petit peu ce qui peut se passer à côté, ou sans activité professionnelle. Est-ce que vous voyez bien le questionnaire apparaître? Dans le chat. Il faut aller voir dans le chat, normalement. C'est tout bon? Ok. Est-ce que tout le monde a bien répondu? Alors là, je vois qu'effectivement, alors ça change encore un petit peu. Alors, ça aussi, entre en poste, en recherche active et sans activité professionnelle. Donc, globalement, je dirais que les 3 items sont plutôt équilibrés. Ok, recherche active, recherche passive pour certains, sans activité professionnelle. Ok. Écoutez, je vous remercie, ça va me permettre aussi d'adapter et de vous donner un maximum d'informations en fonction de ce que vous venez de me donner comme réponse. Donc déjà, on a testé le sondage, ça fonctionne. C'est parfait. Donc, on va commencer par faire un focus déjà sur Page Group, alors assez rapide, hein, parce que ce n'est pas là le cœur de notre échange, mais pour savoir justement dans quel contexte on se situe. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, Michael Page est la marque du groupe qui va adresser plutôt les profils cadres confirmés, mais le groupe Page intervient dans tous les secteurs du recrutement et au niveau mondial, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc, plus de 36 pays, 141 bureaux, 25 secteurs et métiers qui sont représentés et une entreprise historique également sur son marché puisque on existe depuis 1976 et on brosse vraiment tous les types de postes, que ce soit du CDI, du CDD, de l'intérim ou du freelance. Et on reviendra un petit peu sur ces formats en tout cas de postes, puisqu'il y a un vrai changement de paradigme aujourd'hui. Et le CDI n'est pas forcément tout le temps le Graal. Donc là, vous devez voir à l'écran, effectivement, les différentes marques qui sont représentées au sein du groupe et qui permettent de segmenter le marché en fonction des typologies de profils adressés. Donc, ça veut dire que vous aurez des consultants qui seront spécialisés en fonction des différents profils. Donc, vous avez, je vous parlais de Michael Page, cadre confirmé. Page personnelle va plutôt intervenir sur des profils techniciens, agents de maîtrise, cadre de premier niveau et fait également de l'intérim. Et Page Executive sera, elle, plutôt dédiée à des profils de cadre dirigeants. Donc, il faut avoir en tête que généralement, c'est au-delà de 120 000 € à l'année.
puisqu'on a des logiques de rémunération aussi derrière les différentes marques. Et une marque sœur chez Michael Page qui s'appelle Michael Page Interim Management. Alors, un petit focus sur cette marque-là, puisque eux sont spécialisés dans le remplacement de cadres pour des absences ponctuelles comme du congé maternité, par exemple, du CDD cadre, mais également dans le management de transition. Pourquoi je fais un point sur le management de transition? Parce qu'aujourd'hui, autour de la table, vous êtes plutôt des alumni de l'UM Lyon qui avaient déjà plusieurs années d'expérience. Et il faut savoir que le management de transition est pour certains un vrai choix de carrière, là où précédemment on était plutôt sur je dirais une orientation qui a été choisie plutôt en fin de carrière pour faire du consulting et pouvoir continuer à avoir un pied dans le monde du travail tout en faisant bénéficier au plus grand nombre ses compétences. Aujourd'hui, c'est plus le cas et on a vraiment des candidats qui choisissent le management de transition en début de carrière et qui ne choisissent de faire que ça et de se spécialiser dans le management de transition. Donc, sachez qu'on a des équipes qui sont aussi dédiées au management de transition et auprès desquelles je pourrais vous mettre en relation au besoin. La carte du territoire national, donc ça c'est pareil, c'est pour faire un petit focus sur la présence des marques au niveau du territoire. Il faut savoir que les consultants chez Michael Page recrutent pour des clients qui sont basés sur leur région, mais après, peu importe la localisation du poste du candidat, c'est encore plus vrai sur des profils commerciaux ou marketing, surtout commerciaux, je dirais, puisqu'aujourd'hui, on a des candidats qui ont plus l'habitude de travailler à distance des sièges, et là encore, changement de paradigme avec le contexte sanitaire qui a fait apparaître des changements de fonctionnement dans l'organisation du temps de travail et dans l'organisation du travail tout court, qui fait qu'on a aussi beaucoup plus de candidats qui sont amenés à travailler à distance des sièges et pas seulement les profils commerciaux. Donc là, vous voyez, Page Executive est représenté uniquement sur le siège de Paris. Ensuite, vous avez une dizaine de bureaux Michael Page en région et vous avez un petit peu plus de bureaux Page Personnel en proximité du fait de l'intérim notamment où ils ont besoin d'avoir plus de proximité avec les candidats. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, moi, je suis spécialisée sur la division commerciale, marketing et digital, mais c'est le cas aussi de l'intégralité des consultants chez Michael Page, c'est que nous sommes spécialisés par profil, je vous l'ai montré avec les marques, mais également par métier, ce qui vous permettra d'avoir des consultants et des interlocuteurs qui connaissent extrêmement bien leur marché, les métiers, les secteurs d'activité, puisqu'on peut avoir des consultants, comme vous le voyez sur la slide, qui sont spécialisés soit par métier, soit par secteur d'activité. Secteur d'activité, ça permet d'avoir une spécificité encore plus poussée. Je pense notamment à la santé, à l'IT ou à l'immobilier construction qui sont des métiers, enfin des secteurs d'activité qui nécessitent d'avoir une connaissance encore plus poussée des secteurs d'activité. Moi, par exemple, je vais intervenir auprès de profils commerciaux et marketing, mais dans tous les secteurs d'activité finalement. Donc là, ce qui va plus compter, moi, dans mon rôle au quotidien, c'est de bien comprendre les différents types de commerciaux, de bien comprendre les enjeux de ces postes-là. Et c'est la même chose pour mes collègues. Donc, j'en profite pour vous dire également que aujourd'hui, donc moi, je suis spécialisée sur les métiers du commerce, ce qui ne correspond pas forcément à l'orientation que vous voulez donner à votre carrière demain ou à ce que vous faites aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à me contacter après le webinaire pour qu'effectivement, je puisse vous mettre en contact avec des consultants qui sont spécialisés dans vos secteurs d'activité ou vos métiers, ce qui permettra d'avoir un retour marché au métier encore plus poussé. On y vient sur le rôle justement du cabinet de recrutement et du consultant, en tout cas chez Michael Page. Et nous, ce qu'on veut justement faire bénéficier aux candidats qu'on va approcher. La première compétence, en tout cas la première expertise qu'on peut avoir, ça va être justement d'identifier vos compétences clés pour mieux vous conseiller et vous proposer des offres et des opportunités adaptées. Donc, ça va être de pouvoir mettre en lumière par rapport à un marché, un secteur d'activité, des métiers, les compétences que vous allez pouvoir mettre en avant. Mais c'est aussi vous conseiller sur votre posture en entretien, sur l'optimisation de votre CV, sur la mise en avant de votre expertise et vous éclairer sur votre employabilité.
C'est aussi évaluer l'adéquation de votre projet avec un poste en fonction de ce que vous recherchez en termes de culture d'entreprise, les spécificités de la mission, les perspectives d'évolution. Ça, c'est très important et il faut savoir que chez Michael Page, en tout cas, on a la velléité d'aller chez nos clients. Alors, bon, d'y aller en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais on a trouvé d'autres moyens de pouvoir communiquer et de pouvoir vous donner un maximum d'informations sur le poste, sur l'entreprise, sur la culture d'entreprise, sur les perspectives d'évolution, sur le type de management que vous allez avoir et ce qui va vous permettre, vous, de vous projeter un petit peu plus et de pouvoir faire le tri également en termes d'opportunités qui vous seront proposées. Et puis, l'idée, c'est également de vous accompagner sur l'intégralité du processus de recrutement. Donc, souvent, on pense que le recruteur, il est juste là pour placer un candidat dans une entreprise. Chez Michael Page, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on va vous suivre de A à Z et qu'on va vous accompagner sur la prise de contact initiale au briefing avant votre entretien, le feedback post-entretien, jusqu'au suivi de votre intégration au sein de l'entreprise. Donc, le rôle de recruteur ne s'arrête pas au recrutement en tant que tel. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir votre feedback une fois que vous êtes entré dans l'entreprise et on aura un suivi pour savoir effectivement comment se passe votre expérience. Est-ce que c'est toujours en lien avec ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a besoin de recadrage? Parfois, les candidats nous donnent aussi des informations sur des situations. Et puis, à eux de juger s'ils ont besoin d'une aide extérieure. Et à ce moment-là, on fait de la médiation avec le client ou leur donner des clés pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes la situation en question. Allez, on va faire un petit point sur le marché. Je vous remets un sondage dans le chat. Hop. Sur les emplois vacants et me dire, d'après vous, d'après votre visibilité aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les emplois vacants diminuent, se stabilisent ou augmentent? Est-ce que vous voyez bien? Dans le chat, en remontant, normalement, vous devez avoir le... Je l'ai lancé un peu trop tôt tout à l'heure. Vous devez l'avoir juste au-dessus du premier sondage. Ok. Je vois que vous l'avez vu. Ah, une majorité. Ah, ça oscille entre augmente et se stabilise a priori. Mais j'ai 0% de réponse sur les offres diminuent. Donc, les emplois vacants diminuent. Donc, c'est plutôt qu'effectivement, vous avez perçu cette augmentation également. Effectivement, comme vous le voyez sur la slide, on a quand même une nette augmentation des emplois vacants. Et par rapport à la situation qui prévalait avant la crise sanitaire, le nombre d'emplois a augmenté très très fortement. Donc on est sur un plus 33% et de façon généralisée à tous les secteurs. Donc on a plus 50% dans le tertiaire non marchand, plus 27% dans le tertiaire marchand, plus 25% dans la construction et plus 41% dans l'industrie. Donc on a plutôt effectivement une reprise qui est assez nette. Et au troisième trimestre 2021, on avait 53% des emplois déclarés vacants qui correspondaient à des emplois inoccupés. 25% qui étaient plutôt sur des emplois nouvellement créés et 21% sur des emplois qui étaient encore occupés et sur le point d'être vacants. Donc ça, c'est plutôt très positif également et vous avez perçu aussi cette tendance. On va arriver sur des tips et des clés pour pouvoir booster votre carrière. L'idée, c'est de pouvoir refaire un point sur les différents éléments qu'il faut pouvoir maîtriser quand vous adressez un cabinet de recrutement. Mais c'est vrai aussi quand vous allez passer des entretiens en direct avec les clients. Il faut avoir maîtrisé un maximum de choses et pouvoir avoir formalisé un maximum de choses. La première chose à faire, qui n'est pas des moindres, c'est de pouvoir définir son plan de travail, son plan de carrière, pardon. Donc, définir son plan de carrière, c'est-à-dire qu'avant de postuler, il faut se poser la question sur ce qu'on veut ou non. Pas forcément se buter non plus sur des intitulés de poste et creuser les missions et le profil souhaité avant de se mettre des freins.
Donc ça, c'est très important parce que parfois, je vois aussi des candidats qui se mettent des freins sur certains intitulés de poste ou sur des missions. Évitez de vous mettre des freins. L'idée, c'est de se le faire en trois étapes. Déjà, de refaire un point sur où on en est actuellement. Alors, ça peut paraître bête parce que globalement, on sait où on en est, mais finalement, c'est quoi ma situation actuelle? C'est quoi ma personnalité? C'est quoi mes préférences? Quelle est ma mobilité? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes valeurs? Et c'est là où on arrive sur quelque chose qui est un petit peu plus sensible, sur les compétences et les valeurs, parce que j'ai souvent des candidats qui ont aussi du mal à appréhender, je dirais, leur plus-value sur le marché. Sur cette question-là, n'hésitez pas évidemment à faire du recruteur votre allié et à lui demander un feedback aussi sur ce qu'il peut penser de votre profil et sur les compétences clés qu'il peut détecter lui suite à votre entretien. Donc ça, c'est des points forts qui vont vous permettre de franchir une nouvelle étape dans votre carrière. Donc ensuite, le deuxième point, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc l'évaluation de la balance bénéfice-risque. Donc qu'est-ce que je risque finalement à quitter ce job-là? Qu'est-ce que je risque à prendre le nouveau? Mais finalement, qu'est-ce que je vais avoir comme avantage? Et là, c'est pareil. N'hésitez pas à discuter de ces sujets-là avec un recruteur qui vous donnera un maximum d'informations sur sa vision du marché. Et il est possible qu'après cette analyse, vous arriviez aussi à la conclusion qu'une réorientation professionnelle s'impose. Ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement et surtout en ce moment, je dirais. Et donc, ayez bien en tête qu'il n'est jamais trop tard pour une nouvelle carrière et qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles aujourd'hui pour pouvoir se lancer dans un nouveau projet. Et puis le troisième point, c'est de savoir comment on va s'y rendre. Donc dans combien de temps vous souhaitez atteindre la première étape de votre plan? Quels moyens vous allez devoir mettre en œuvre pour y arriver? De quels outils vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de reprendre des formations? Est-ce que vous avez besoin de l'anglais? Est-ce que vous avez besoin de connaissances sur les outils IT? Donc ce plan, ça va vous permettre vraiment ça peut paraître un peu scolaire, mais ça va vous permettre de reposer un petit peu les différents éléments de votre plan de carrière et non pas plan de travail. Et de pouvoir avoir un discours qui soit clair aussi avec vos interlocuteurs. Un petit exercice que vous pouvez faire pour faciliter ce travail-là, c'est de vous repencher sur les expériences que vous avez vécues précédemment et de vous dire finalement, dans ces expériences-là, qu'est-ce qui a fait, dans chacune d'elles, posez-vous la question, qu'est-ce qui faisait que vous aviez envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donnait un peu l'étincelle? C'était quoi? Qu'est-ce que vous aimiez comme challenge dans ce travail-là? Ça peut être des choses très particulières. Ça peut être une ambiance, ça peut être les locaux, ça peut être un style de management. Ça peut être une organisation de travail, ça peut être des missions particulières, ça peut être même un projet particulier. Vous voyez, ça peut être vraiment des petites briques, mais essayez de mettre tout ça bout à bout et de voir justement dans quel contexte qu'est-ce qui vous a vraiment motivé. Mettez ça bout à bout et vous voyez, vous allez pouvoir en ressortir quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est l'idée. Et puis l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'essayer d'avoir une vision claire, mais on ne vous demande pas, ne vous mettez pas non plus trop de pression d'avoir un plan de carrière à 5, 10, 15, 20 ans. C'est pas grave de ne pas savoir où est-ce qu'on sera dans 5 ans, mais l'idée, c'est de savoir déjà ce qu'on aime. Et autre chose, on peut prendre le sujet dans l'autre sens, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas aimé du tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas du tout aimé? Alors parfois, c'est plutôt plus simple dans ce sens-là, mais de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas du tout aimé finalement dans une expérience, qu'est-ce qui ne nous a pas du tout convenu, et puis voir effectivement ce qu'il en ressort et essayer de ressortir quelque chose et un peu d'essence de tout ça. Alors, le premier support, je dirais, qui va vous permettre de formaliser cette réflexion-là, ça va être le CV. Alors, un CV, vous savez tout ce que c'est, vous en avez certainement tous un qui est déjà fait. Néanmoins, je peux observer qu'il y a encore beaucoup d'écueils qui sont faits sur le CV. Il y a aussi, je pense que vous avez aussi beaucoup d'informations qui circulent sur le CV. Vous avez parfois des avis complètement contraires sur les CV. Donc, on va essayer de refaire un petit peu un point sur cette partie CV. Déjà, pour vous dire que la lecture moyenne d'un CV d'un recruteur, ça prend moins d'1 minute.
Donc, faut que ce soit synthétique, lisible, pour essayer de transmettre l'essentiel de l'information à votre interlocuteur. Faut pas oublier non plus que le CV, ça va donner une première photographie et ça va servir à susciter l'intérêt et la rencontre. Donc, il doit être rédigé de telle sorte qu'il doit donner envie au recruteur de vous rencontrer. Donc, clair, impactant, efficace. Donc, avant même de détailler les expériences professionnelles, je dirais qu'il faut afficher un pitch en tête de CV. C'est-à-dire donner les points forts de votre profil et vos compétences phares. Par exemple, alors excusez-moi, c'est encore des exemples commerciaux, mais 15 ans d'expérience sur des postes de commerciaux, que ce soit en distribution ou chez un fabricant spécialisé dans le domaine industriel, ou accompagnement du changement au sein de groupes internationaux industriels en France et à l'international. C'est une phrase ou deux qui vont synthétiser finalement l'essence de votre parcours. Ça peut être, si on est sur un besoin d'évolution, de changement, de l'indiquer également. De dire que vous voulez passer, vous étiez spécialisé produit, vous voulez passer sur le service, vous étiez spécialisé territoire national et aujourd'hui vous voulez donner un élan à votre carrière pour aller vous challenger sur des missions à l'international. N'hésitez pas à le mettre également dans ce pitch. Je ne vais pas tout vous détailler puisqu'il y a quand même pas mal de choses que vous savez déjà, mais si vous êtes en mobilité sur une région, n'hésitez pas à le spécifier. Par exemple, j'ai eu récemment un candidat qui était sur Toulouse et qui a postulé à une de mes offres sur Lyon. Si on n'appelle pas le candidat pour savoir s'il est effectivement mobile, on peut penser que la personne s'est trompée. Et ça arrive régulièrement. Donc, n'hésitez pas à mâcher un petit peu le travail aussi du recruteur et à spécifier si vous êtes mobile sur une région. Donc, si votre adresse est basée à Toulouse, n'hésitez pas à mettre mobilité régionale, nationale, internationale, ou même des régions bien spécifiques. C'est la même chose pour votre disponibilité. Aujourd'hui, de ne pas avoir de préavis de 3 mois, ça peut être un solide atout sur le marché. Donc, n'hésitez pas à le mettre si vous êtes disponible immédiatement, si vous savez que vous pouvez négocier votre préavis, si vous n'avez qu'un mois, en fonction des pratiques aussi qui se font dans votre entreprise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des expériences professionnelles, je vois encore trop souvent sur des CV des choses très basiques en termes d'expérience professionnelle où on va aller mettre dans les expériences professionnelles plutôt des compétences lambda qui relèvent plutôt des compétences liées au poste en question. Je vois par exemple sur des postes de commerciaux dans le détail de l'expérience, négociation, visite client. Bon, certes, c'est inhérent à la fonction, donc ça apporte de l'information, mais c'est pas forcément le plus pertinent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est par exemple de ne pas oublier quand vous notez une expérience professionnelle, de mettre le nom de l'entreprise, ça généralement c'est fait, mais de bien spécifier le secteur d'activité dans lequel évolue cette entreprise-là. Ça c'est pareil, ça va pouvoir donner des clés à votre interlocuteur. N'hésitez pas non plus à mettre des typologies de clients avec lesquels vous allez travailler. Vous pouvez peut-être pas mettre des noms de clients. Alors, si c'est possible, c'est encore mieux. Mais si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à mettre des secteurs d'activité de vos clients ou le type de client que c'était. Est-ce que c'était des distributeurs? Est-ce que c'était des fabricants? Est-ce que c'était des OEM? Voilà, n'hésitez pas à bien spécifier. De mettre des chiffres également, que ce soit pour les commerciaux ou pour les autres. N'hésitez pas à illustrer vos propos avec des chiffres. Ça peut être un taux de réussite sur un projet, un taux de marge, une évolution de chiffre d'affaires. Il y a pas mal de choses, mais ça permet aussi de donner un petit peu plus de matière et de corps à vos expériences. À notifier des enjeux. C'était quoi l'enjeu de mon poste quand je suis arrivée? Est-ce que c'était une création de poste? Est-ce que c'était une reprise de poste existant? Qu'est-ce que j'ai dû faire justement quand j'ai dû prendre mon poste? Tout ça, ça permet de donner un petit peu de corps à vos expériences professionnelles. Et puis, on n'oublie pas non plus les formations. Ça, c'est important. N'oubliez pas que la poursuite de formation, c'est un vrai atout. Ça vous apporte des compétences supplémentaires sur le marché. Et puis, ça démontre aussi votre volonté de vouloir vous enrichir au quotidien.
Donc, ça, c'est vraiment important de ne pas hésiter à mettre les formations. Et je reviens aussi peut-être sur une chose par rapport aux expériences professionnelles. On n'omet pas non plus des périodes où on a eu des expériences qui n'ont pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Et surtout, on n'omet pas, ça je le vois beaucoup sur des profils cadres confirmés, on n'omet surtout pas les créations de business, les expériences d'auto-entrepreneurs. Voilà, ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qui, là aussi, vont pouvoir donner du corps. Peu importe que l'entreprise que vous avez créée n'ait pas marché, peu importe que vous ayez eu finalement un souci avec votre associé, un problème de suivi des banques au niveau financier, que finalement le marché n'ait pas été assez mature. Tout ça, on s'en fiche. Il ne faut pas avoir peur justement de montrer ces échecs aussi ou des expériences qui n'ont pas fonctionné. Ça donne quand même des informations sur le type de profil que vous pouvez être. Ça, c'est un sujet qu'on réabordera à la fin sur justement les soft skills, qui est quelque chose qui est très important. On a vu le CV. Le pendant du CV 2.0 sur les réseaux sociaux, c'est le profil LinkedIn. Sachez que LinkedIn, c'est quand même le premier média utilisé par les recruteurs pour recruter. Donc, surtout, on ne fait pas l'impasse sur le profil LinkedIn et on fait en sorte de pouvoir se rendre visible sur le réseau au maximum et de façon aussi travaillée que votre CV. Je vais vous remettre dans le chat, je vais vous remettre un petit sondage sur justement la photo sur le profil LinkedIn. Hop, il devrait arriver, vous devriez le voir. L'idée, c'est de savoir, d'après vous, avec une photo, votre profil LinkedIn est 2 fois plus vu, 10 fois plus vu ou 14 fois plus vu. Quel est l'impact finalement de la photo sur la visibilité de votre profil? Je vous laisse répondre. Bon, globalement, effectivement, vous avez bien compris que la photo LinkedIn permet une meilleure visibilité. J'ai personne qui m'a dit que c'était 2 fois plus vu. Bon, ça oscille entre 10 et 14. Effectivement, la réponse est 14. Il faut savoir que quand on met une photo professionnelle, alors oui, photo, mais professionnelle, ça permet à votre profil d'être vu 14 fois plus souvent que les profils sans photo. Alors, quand je fais le focus sur photos professionnelles, c'est que je vois aussi encore beaucoup de profils LinkedIn, de photos. Alors ça, c'est la même chose pour le CV, qui sont pris en selfie dans un train, qui sont détourés, la photo de mariage détourée, etc. Ça, on évite. À la limite, vaut mieux pas mettre de photos du tout. Parce que c'est des choses qui passent pas du tout auprès des recruteurs. Donc, évidemment, il vaut mieux ne pas en mettre que de mettre une photo qui soit pas professionnelle. Mais si on veut bien faire, alors j'en ai certains qui vont chez des photographes, pourquoi pas. Maintenant, avec un smartphone, une tenue professionnelle, un fond neutre, on fait des photos qui sont très sympas. Et ça permet, encore une fois, d'être impactant. L'autre idée du profil LinkedIn, c'est aussi de mettre un résumé avec un rapide aperçu de votre parcours, donc en mettant des mots-clés, votre domaine d'études, vos valeurs, ce qui vous anime, vos soft skills, un petit peu ce qu'on a fait dans l'exercice du CV. Et puis de bien détailler vos expériences professionnelles et les missions. Ça, c'est la même chose que sur le CV. Essayez de détailler un maximum, de bien mettre les dates aussi de vos expériences professionnelles. Et là encore, l'intérêt étant, ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas omettre de période, peu importe ce qui s'est passé sur votre CV, c'est que généralement, on fait aussi le rapprochement avec le profil LinkedIn. Donc idéalement, il vaut mieux que ça colle. Moi, je sais que j'ai eu parfois des candidats, alors sans vouloir mal faire, mais qui essayaient de regrouper
des expériences pour faire en sorte d'avoir des choses un petit peu plus lisibles. Et c'est vrai que les clients parfois vont aussi voir sur le profil LinkedIn et ça peut leur mettre la puce à l'oreille. Donc on essaye de faire quelque chose qui soit le plus détaillé possible. Et puis vous avez une option aussi sur LinkedIn qui vous permet d'afficher votre profil LinkedIn en anglais. Ça, c'est important pour ceux qui veulent justement donner un tournant international à leur carrière, que ce soit d'aller se challenger sur des marchés internationaux ou d'avoir une entreprise en France, mais avec laquelle ils vont pouvoir parler anglais ou une autre langue avec leurs clients. Donc ça, vous avez la possibilité d'afficher aussi un CV dans une autre langue. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont justement ce prisme international à valoriser. Et puis sur LinkedIn, l'idée, c'est d'être actif et de ne pas être passif. Et ce qui va permettre aussi de faire remonter votre profil sur le réseau social. Donc, vous savez que c'est un algorithme, donc il aime bien la participation. Donc l'idée, c'est de pouvoir aimer des posts ou des articles qui vous intéressent, qui sont en lien idéalement avec votre secteur d'activité, pouvoir suivre des comptes. Vous pouvez suivre des comptes d'entreprise, ce qui vous permet aussi d'avoir après les alertes sur les offres d'emploi, de pouvoir partager du contenu également. Alors on essaye d'avoir du contenu qui soit pertinent et qui permette d'animer un petit peu des débats, de commenter, donner votre avis sur les différents posts et puis de publier des nouvelles avec des textes, des images, vos propres articles, vos propres réflexions qui peuvent faire écho à des situations professionnelles que vous avez rencontrées. Et tout ça va vous permettre effectivement de donner un petit peu plus de visibilité à votre profil sur LinkedIn. Et puis évidemment, le réseau fonctionne, enfin le média fonctionne en réseau. Donc l'idée, c'est de développer votre réseau à partir de contacts existants, des contacts nouvellement rencontrés. Une pratique qui se fait bien, c'est aussi en fonction de vos recherches. Alors pour ceux qui sont en recherche active et qui cherchent parfois de l'information sur certains secteurs d'activité, n'hésitez pas à rentrer en contact avec des personnes d'entreprise qui vous intéressent, qui font le métier que vous convoitez, par exemple, et de proposer des cafés Teams. Ça se fait bien pour qu'ils puissent justement vous parler un peu des enjeux de leur métier, de l'entreprise, la culture d'entreprise, de ce qu'implique leurs responsabilités. L'idée étant de faire une sorte d'étude de marché aussi des différents postes qui peuvent exister, des différentes entreprises de la région, parce que parfois on peut avoir aussi une vision sur une entreprise en particulier qu'on aime beaucoup. Mais la vision marketing n'est pas forcément la vision qui correspond à la culture d'entreprise. Donc, on n'hésite pas à se renseigner en interne de façon effectivement toujours très diplomate et très fine. Donc, l'idée étant d'aborder la personne plus sous un angle de connaissance, je dirais, de son secteur d'activité, de son métier. Voilà, en disant j'aimerais bien qu'on se rencontre, est-ce que vous auriez 30 minutes pour un café Teams dans les semaines qui viennent, ça m'intéresse de savoir un petit peu quels sont les enjeux de votre poste aujourd'hui. Voilà, ça c'est des choses qui se font aussi beaucoup. Et puis évidemment, de rentrer en contact sur LinkedIn avec les recruteurs qui vous suivent, ce qui permettra aussi de donner de l'information sur votre situation au fur et à mesure, puisque la relation avec le recruteur est une relation qui se fait dans les deux sens. Il y a besoin d'activité et de proactivité dans les deux sens, de votre part et de la part du recruteur. Donc l'idée, c'est aussi de rester en contact avec des recruteurs que vous avez rencontrés et puis de pouvoir dire, voilà, je vous refais un petit coucou, on s'est rencontrés il y a quelques mois, ma situation a changé, aujourd'hui je cherche plutôt tel type de poste ou je suis rentrée en poste, mais j'ai quelques doutes, j'aimerais bien en discuter avec vous. Voilà, donc c'est des choses qu'on préconise aussi beaucoup. Et encore une fois, tout ce travail-là vous permettra aussi de travailler votre réseau, votre connaissance du marché et d'avoir accès à de nouvelles opportunités.
Donc l'idée, je vous le disais tout à l'heure, c'est d'effectivement être acteur aussi de votre carrière. Donc l'idée, ça va être de pouvoir bien cibler les annonces, garder de la cohérence, ça c'est très important, garder de la cohérence dans l'envoi de vos CV sur les postes auxquels vous postulez. Il faut savoir que nous, dans notre outil, quand vous postulez à des offres, que ce soit nous qui gérions ou nos collègues, en fait, on a une base commune, Michael Page France, qui nous permet de voir toutes les offres auxquelles vous avez postulé. Et c'est vrai que quand on a des candidats qui ont postulé à, je ne sais pas moi, 40 offres en 3 jours, ça met la puce à l'oreille et on se demande finalement quel est le projet et si la personne a vraiment bien ciblé son projet. Alors moi, j'ai déjà eu un candidat qui m'a dit, mais plus je postule, plus j'ai de la visibilité dans votre outil et plus je vais être appelée. C'est pas vrai. Donc on essaye d'être cohérent sur les postes auxquels on postule. Évidemment, si vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière sur des nouveaux métiers, mais qu'en même temps, vous postulez à des offres qui sont en lien avec vos expériences actuelles, c'est des choses qu'on comprend complètement. On n'est pas fermé. Mais vous voyez, il faut quand même garder une certaine cohérence dans les offres auxquelles vous postulez. Soyez présents sur les CV Tech classiques. Ça, c'est une base, j'en fais certainement des portes ouvertes. L'APEC, Cadre Emploi, Région Job, Monster. Essayez d'être visible aussi sur ces CV Tech, puisque nous, on les utilise aussi pas mal. Utilisez tous les outils à votre disposition, les alertes d'emploi à la fois sur les CV Tech, mais aussi directement sur les cabinets de recrutement. Parce que parfois, il faut savoir que nous, on postule sur notre site, mais que ce n'est pas forcément relayé sur d'autres CV Tech. Puisqu'en fait, les clients doivent payer pour être visibles sur ces différentes CV Tech. Donc parfois, on a des clients qui n'ont pas forcément le budget non plus et qui vont uniquement publier sur notre site, mais qui ne pourront pas publier sur tout un tas de sites payants. Donc ça, c'est important de bien vous mettre aussi des alertes sur michaelpage.fr et puis d'utiliser aussi le job match. Vous verrez, c'est un petit outil sur Michael Page qui vous permet de remplir un petit questionnaire et puis de voir s'il y a un job qui peut correspondre justement à votre profil. Et encore une fois, de garder le contact avec vos interlocuteurs Michael Page. Les questions que va vous poser un recruteur dans les premiers temps quand vous allez vous avez été repéré via votre CV ou via votre profil LinkedIn. Les premières questions qui vont intéresser le recruteur, c'est de savoir quelle est votre situation actuelle, est-ce que vous êtes en poste ou non, quel est l'intitulé de votre poste actuel, les missions principales, les clients adressés, est-ce que c'est une société cotée, est-ce que c'est un environnement international, le poste que vous souhaitez avoir aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure effectivement de potentiellement réorientation, évolution, etc. Ça peut changer. Donc, est-ce que vous voulez changer d'environnement, avoir une équipe plus large, aller chercher un poste de DAF ou de DIRCO à horizon 5-8 ans, puisque ça nous permettra aussi de vous conseiller au mieux. La mobilité géographique, ça évidemment que ça a un impact. Votre localisation actuelle et les régions que vous souhaitez, ou la mobilité internationale, la fréquence de déplacement également, la rémunération actuelle. Alors ça, c'est important, la rémunération, d'être en capacité de décorréler votre fixe et votre partie variable associée, plus les avantages comme l'intéressement participation et le véhicule de fonction. Donc ça, c'est important de pouvoir faire un point. On se reprend les dernières fiches de paye. Là, c'est encore plus facile parce que vous reprenez la fiche de paye de décembre 2021 et vous regardez votre total annuel. Et l'idée, c'est de décorréler son fixe, son variable et de refaire un point aussi, comme on a fait tout à l'heure la définition du plan de carrière, refaire un point sur la rémunération et remettre à plat tout ce qui constituait votre rémunération, vos avantages, pour pouvoir être clair sur le fixe minimum que vous êtes en capacité d'accepter et vos prétentions. Donc, on essaye là aussi d'être, je dirais, cohérent par rapport à un marché et à une situation donnée, mais ça, on y reviendra aussi tout à l'heure.
Quelques points aussi importants pour faire en sorte que votre échange avec le recruteur se passe le mieux possible. La première chose, c'est la préparation. Donc, vous allez en fait refléter votre professionnalisme et votre motivation pour le poste si vous êtes bien préparé, si vous avez bien testé vos outils. Alors aujourd'hui, ça se fait de plus en plus en Teams. Le Teams reste un entretien formel. Donc, on se met dans les conditions d'un entretien physique. C'est pas quelque chose qui est fait dans sa voiture entre deux rendez-vous. Où ça peut arriver et à ce moment-là, il faut prévenir aussi votre interlocuteur. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre dans les mêmes conditions qu'un entretien physique. Donc, on se prépare. Si l'entretien est programmé en visio, faut tester sa connexion en amont, tester le lien Teams ou Skype qui vous a été communiqué certainement en amont. Donc, vous pouvez le tester, voir si votre micro, vos écouteurs fonctionnent bien, mettre un fond également derrière si jamais vous avez un environnement qui n'est pas forcément propice, et faire en sorte d'être dans une bonne condition. On soigne aussi sa présentation, donc n'hésitez pas à adopter les codes vestimentaires classiques pour signifier votre implication. Et si jamais vous n'êtes pas dans les meilleures conditions, on n'hésite pas à reporter un entretien. Un recruteur préférera toujours entendre qu'on reporte un entretien plutôt d'être en face de quelqu'un qui n'est pas préparé, qui a une mauvaise connexion, qui a ses outils qui ne fonctionnent pas, qui est malade aussi, ça m'est déjà arrivé. Vous n'allez pas passer à côté d'une opportunité parce qu'à l'instant T, vous n'étiez pas en forme pour l'entretien. Donc, n'hésitez pas, il vaut mieux toujours reporter que de le faire dans de mauvaises conditions. Et puis, maîtrisez aussi votre attitude. La communication non verbale est très importante. Et le recruteur va analyser ça tout de suite dans les premières minutes de votre échange. Donc, soyez ouvert à la discussion, soyez souriant, soyez vraiment ouvert sur les différents sujets et on essaye d'être vraiment dans quelque chose de plutôt positif. C'est pas toujours facile, je m'en rends bien compte. Surtout en ce moment avec le contexte, on est en face de candidats qui ont parfois des vécus ou qui vivent des situations complexes. Donc, c'est pas toujours idéal. Mais ayez en tête que la façon dont vous allez vous présenter face à un recruteur, c'est ce qui va aussi être traduit auprès du client. Donc, il peut y avoir une petite marge d'amélioration, de progression, où nous, on vous apportera également du conseil sur vos outils, sur votre plan de carrière, sur la façon de se présenter s'il y a besoin. Et donc ça, ce ne sera pas préjudiciable, mais faites en sorte d'être suffisamment préparé, d'avoir pris des informations sur l'entreprise et de vous être vraiment intéressé au projet pour faire en sorte que l'entretien avec le recruteur se passe de la façon la plus fluide et intéressante possible, puisque plus vous aurez également creusé les différents sujets qui vous intéressent, le contexte, le type de management, etc. Et plus vous allez enrichir aussi la discussion avec le recruteur, plus il va avoir l'impression que vous êtes vraiment intéressé au projet et plus il va se dire qu'effectivement, il prend peu de risques à vous présenter au client parce que il aura quelqu'un en face de lui qui est vraiment impliqué dans le process et qui n'est pas juste venu là pour voir ce qu'il allait se passer. Donc, restez bien calme et confiant. Le recruteur ne cherche pas à vous piéger, il s'assure juste que vous êtes le candidat qui est idéal pour le poste ou qui correspond au maximum de critères du client. Donc, détendez-vous, préparez bien vos informations, prenez des notes sur le poste pour pouvoir être en capacité de rebondir. Ça, c'est très important aussi. Parfois, on pense que l'entretien avec le recruteur est une formalité, mais sachez que nous, on prend aussi beaucoup de notes sur votre attitude, sur votre implication dans le process. Et on fait en sorte de retraduire un maximum d'informations aux clients. Parce que recruter, c'est pas facile non plus, que tout le monde prend des risques finalement dans un recrutement, et que l'idée c'est de faire en sorte de faire matcher vraiment les adéquations, les aspirations avec les besoins d'un poste. Donc
soyez-en sûrs, le recruteur, il souhaite, comme vous, un dénouement favorable à votre candidature. Après, en tout cas, c'est notre philosophie chez Michael Page, on n'est pas là pour forcer des mariages non plus. Donc, n'ayez pas peur non plus de dire à un recruteur quand le poste, quand il y a des aspects du poste qui ne vous conviennent pas. Ça ne sert à rien d'aller forcer des choses quand vous savez d'ores et déjà qu'il y a des aspects qui vous gênent. Alors, ça peut être des aspects qui ne sont pas majeurs et sur lesquels le recruteur ou le client va pouvoir vous apporter un petit peu d'informations et vous rassurer. Et puis, ça peut être des choses qui sont beaucoup plus impactantes pour vous dans votre vie personnelle et qui vont pas vous permettre finalement d'avancer sur le poste. Donc, on n'hésite pas à parler au recruteur et à lui dire sincèrement ce qu'on peut avoir comme avis sur le poste, sur l'entreprise, etc. et voir comment on peut vous accompagner sur un dénouement favorable. Mais si ce n'est pas cette offre-là, ça en sera une autre. Donc, on n'hésite pas à donner de l'information au recruteur. Donc, on apporte du contenu à son CV, ça je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. On travaille bien les transitions de poste, on identifie ses plus et ses moins pour le poste ciblé, on prend des notes, on pose des questions et on reste soi-même, puisque ça, encore une fois, c'est important pour pouvoir retranscrire au mieux votre personnalité au client. Et puis, on soigne sa sortie, ça c'est important. Donc, confirmez votre intérêt pour le poste à pourvoir. Ça paraît bête, mais on n'oublie pas de dire effectivement. Alors, nous, généralement, on pose la question. Mais n'hésitez pas à confirmer effectivement votre intérêt pour le poste. Vous pouvez aussi envoyer un email de remerciement en soulignant justement vos points forts pour le poste. Voilà dans les bonnes pratiques, je dirais, que je peux vous donner pour pouvoir faire en sorte que votre échange avec le recruteur se passe le mieux possible. Alors, l'outil Teams, c'est pas toujours très évident, mais on évite de couper la parole et on fait en sorte effectivement de bien laisser un temps de parole et de laisser de la place à l'échange. Aujourd'hui, on a peu de recrutement ou d'entretien qui se passent comme il y a 10 ans en arrière, où vous devez vraiment tout présenter, vous faites un monologue, on ne vous coupe pas, etc. Nous, en tout cas, notre façon de faire chez Michael Page, c'est plutôt justement de laisser sa place à chacun et de pouvoir transformer finalement cet entretien ou le détail de votre parcours plutôt comme une discussion entre deux personnes. Donc, on vous posera des questions pour aller un petit peu plus loin sur certains sujets et être bien sûr d'avoir bien compris les environnements dans lesquels vous avez évolué. Bon, il y a un débat sur le café. Est-ce qu'on boit son café pendant l'entretien ou pas? On a eu un gros débat avec des collègues à ce sujet-là. Évitez de le faire, comme ça vous éviterez de tomber sur un recruteur que ça gêne. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Bon, alors idéalement, c'est toujours pareil, on essaye de faire ça parce que vous pouvez très bien aller en entretien chez un client qui vous propose un café. Donc, en soi, ça ne me pose pas de souci. On essaye d'avoir une tasse neutre. Voilà, c'est comme le fond. On évite d'avoir le frigo derrière ou l'armoire pleine de vêtements qui déborde. Bon, bah, la tasse de café, c'est pareil. On évite la tasse à café Mickey pendant un entretien. C'est jamais très professionnel. Et puis, un dernier conseil que je vous donnerai qui est très, très important par rapport à la relation avec les cabinets de recrutement, c'est qu'on ne bypasse pas un recruteur. Ça, c'est très, très important parce que moi, j'ai des candidats qui se sont fermés des portes à cause de ça. Quand je dis on ne bypasse pas un recruteur, c'est que une fois que vous avez eu un échange avec le recruteur, il va vous donner le nom de l'entreprise où il a pu vous le donner bien en amont de votre rencontre. L'idée, c'est pas d'aller sur LinkedIn et d'aller rentrer en contact directement avec le client. C'est extrêmement mal vu de la part des clients. S'ils passent par des cabinets de recrutement, c'est justement pour leur éviter d'avoir à traiter avec tous les candidats en direct et d'avoir un premier filtre qui est effectué par le recruteur. Donc, si vous passez en direct, même pour des commerciaux, moi j'ai des commerciaux qui m'ont dit oui, mais ça montre aussi ma détermination. Non, c'est juste une balle dans le pied. Donc, on évite vraiment, ça c'est un don absolu de ne pas bypasser le recruteur. Vous pouvez relancer un recruteur, évidemment, si vous trouvez que ça va pas assez vite, que vous avez d'autres offres en parallèle qui avancent et que vous vous retrouvez bloqué. Ça, nous, on fera toujours le maximum pour faire avancer le recrutement. Mais il ne faut surtout pas bypasser le recruteur.
Et puis, une fois on a échangé avec un recruteur et qu'on a effectivement un entretien avec le client, va arriver aussi la question du salaire. Alors, on en parlait déjà tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut déjà bien préparer avant d'avoir un échange avec un recruteur. Mais l'idée, c'est de pouvoir connaître votre valeur sur marché en premier lieu. Donc ça, nous, on a des outils qu'on peut vous mettre à disposition. Alors, notamment, alors là, c'est l'étude de rémunération. Hop. Vous allez pouvoir trouver sur notre site internet tout un tas d'outils pour vous aider justement dans la négociation de votre salaire. Donc, on a un livre blanc sur les clés pour négocier votre salaire, donc qui est très, très détaillé. Vous pouvez le télécharger directement dès maintenant en allant sur le site de michaelpage.fr. Et puis, vous avez aussi une étude de rémunération. Alors là, ce n'est pas le bon visuel puisqu'on a sorti une nouvelle étude de rémunération 2022 où vous avez tout un tas d'informations par métier, par secteur d'activité sur les fourchettes de rémunération en fonction des différents métiers. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer là-dessus aussi pour pouvoir définir un petit peu votre rémunération. Et puis, évidemment, une fois que vous avez posé déjà un petit peu votre rémunération actuelle, tout ce qu'elle comporte, là, vous voulez aller demain, d'en discuter aussi avec le recruteur et de voir si le salaire, la fourchette salariale annoncée est plutôt en phase avec ce qu'il peut voir sur le marché ou si c'est un petit peu décorrélé et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la balance. Pour la négociation de salaire, généralement, ça peut être sur un premier entretien. En fonction de comment vous le sentez. Mais idéalement, c'est sur le deuxième entretien pour pouvoir justement, une fois que la discussion a été très orientée sur le parcours, les aspirations, la personnalité, on peut arriver sur la négociation de salaire. Mais dans un premier temps, sachez que nous, la fourchette que vous allez nous communiquer, on va la communiquer aussi aux clients. Donc ça, c'est important parce que ça vous permet aussi de négocier au mieux et de préparer au mieux votre négociation de salaire. Alors oui, un autre conseil aussi, c'est de négocier votre salaire ou d'afficher une fourchette auprès du recruteur qui sont liées à vos compétences pour le poste et non pas à votre train de vie. Alors heureusement, c'est pas une grande majorité des candidats que je peux rencontrer, mais j'en ai encore qui me disent que effectivement aujourd'hui ils sont à 65, mais qui veulent 80 demain parce que ils veulent acheter une maison secondaire ou qu'ils veulent faire creuser une piscine. Ça, évidemment, alors nous, on sera les premiers à vous dire attention, ne dites surtout pas ça aux clients, mais vous, essayez aussi de ramener toujours votre salaire et vos prétentions à des compétences et à une valeur ajoutée sur le marché, d'où l'intérêt de tout ce qu'on a fait avant sur la définition du plan de carrière, sur le CV, LinkedIn, etc., pour avoir une idée aussi des compétences qui ressortent dans votre profil et de ne pas se référer à un niveau de vie. Évidemment que votre niveau de vie va rentrer en compte dans les prétentions, mais il ne faut surtout pas que ça ressorte dans votre discours parce que là, vous allez également vous ne serez pas professionnel, vous n'aurez pas une attitude professionnelle et vous n'aurez surtout pas une crédibilité pour négocier votre salaire. Et puis, l'idée, c'est aussi de rester ouvert sur les arrangements qui sont proposés et les conditions de travail. Parfois, ça vaut le coup aussi d'étudier des rémunérations qui, sur le papier ou sur un fixe, vont être peut-être un petit peu plus basses, mais qui vont vous permettre, de par d'autres arrangements, des avantages en nature, etc., vous permettre aussi d'accéder à des postes qui vont vous apporter une vraie plus-value en termes d'expérience et qui vont vous permettre aussi de faire un vrai gap pour la suite et d'atteindre des rémunérations par la suite qui seront plus importantes. Donc ça, faut pas hésiter. Alors évidemment, il faut que ça reste toujours dans des niveaux qui soient acceptables, mais on essaye effectivement de rester ouvert aussi sur cette part d'avantages, voire de bonus. Parce que l'intérêt aussi, c'est on ne peut pas négocier un salaire sans connaître l'ensemble des bonus qui vont venir s'ajouter à la rémunération annuelle de base. Donc, n'hésitez pas à prendre des informations sur, quand vous demandez le package, c'est vraiment tout ce qui est compris dans la rémunération.
Voilà, bah, écoutez, on arrive déjà à la fin des informations que je voulais vous transmettre. Je vous réindique effectivement les supports que vous pouvez télécharger sur le site de Michael Page. Également le site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations. Alors évidemment les offres d'emploi, mais pas que. On a toute une rubrique conseils et actu qui va vous permettre de vous donner des clés sur votre carrière, sur le management, sur les tendances de marché qui sont mises à jour régulièrement et qui vont vous permettre aussi de préparer vos entretiens. On a pas mal de contenus qui sont faits, on a des fiches métiers, les études de rémunération, je reviens dessus, mais c'est très très important pour savoir un peu où vous vous situez et puis voir comment on peut faire en sorte de vous accompagner au mieux. Je vous redis également, n'hésitez pas après ce webinaire à rentrer en contact avec moi sur LinkedIn et n'hésitez pas justement à m'indiquer le métier sur lequel vous évoluez pour que je puisse vous mettre en relation avec le consultant dédié qui pourra vous apporter un contenu très spécifique sur votre secteur d'activité ou votre métier. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ait un temps d'échange. Si vous en êtes d'accord, je vais faire en sorte d'ouvrir les micros, de vous donner la possibilité de participer. Normalement, ça devrait être bon. Si vous voulez mettre vos caméras aussi, écoutez, ça me fera plaisir de voir vos visages plutôt qu'un écran noir, donc n'hésitez pas. Et je vais regarder s'il y a des questions déjà qui ont été posées dans le chat pour faire en sorte d'y répondre. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Excusez-moi, mais je remonte un petit peu dans le chat, voir s'il y a eu des choses. Alors, une question. Est-ce qu'il faut indiquer sur LinkedIn qu'on est open pour changer de poste? Oui. Oui, vous pouvez le faire. L'idée étant effectivement Alors, ça dépend de votre situation, je dirais. Si vous êtes en poste et que vous n'avez pas envie que votre employeur soit au courant que vous changez de poste, évidemment, l'idée, c'est de ne pas l'afficher dans votre pitch que vous recherchez une autre opportunité. L'idée, c'est quand même de rester dans une notion de confidentialité. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté. Avec le recruteur, vous pouvez être sûr que cette confidentialité-là est préservée aussi. Donc oui, effectivement, sur LinkedIn, vous avez une option qui vous permet de mettre que vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités. Donc, ce sera visible uniquement par les recruteurs. Donc, faites attention juste de ne pas le mettre dans le pitch de votre profil LinkedIn. Et vous savez, vous avez la possibilité maintenant de mettre une sorte de bandeau vert autour de votre photo qui met, je crois que c'est Open to Opportunities. Ça, c'est pareil, on évite de le mettre si on est déjà en poste. Par contre, si on n'est plus en poste, évidemment, allons-y gaiement sur l'option Ouvert aux opportunités. Est-ce que ça répond à votre question ? Alors, on va passer à la deuxième de Pascal qui me demande si on a une base commune avec Michael Page International pour des postes de frontalier, par exemple, Suisse-Allemagne. Alors non, techniquement, pour le moment, alors ça va changer puisque mi-février, on passe sur une base commune, mais pour le moment, on n'a pas de base commune avec des bureaux de l'international. Mais par contre, nous, quand on se rencontre... Alors attendez, hop, un petit souci technique a priori, vous n'avez pas accès au micro. Ça devrait être bon. Donc, quand nous, on vous rencontre, ce qu'on fait, c'est que en fonction de vos envies aussi d'aller sur des métiers border comme ça, donc sur la Suisse ou l'Allemagne, par exemple, évidemment, il faut le notifier au recruteur qui transmettra votre CV directement avec les différentes informations qu'on a pu récolter à nos collègues directement dans les pays concernés. Donc, pas de base commune, mais par contre, nous, on communique très bien entre nous. On a suffisamment d'outils qui nous permettent justement de transmettre vos CV à des interlocuteurs qui sont dédiés.
Est-ce que c'est tout bon pour les micros? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on s'est dit, que ce soit au niveau du CV, du profil LinkedIn, de relations avec les recruteurs? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Profitez-en si vous avez des questions particulières. Bonjour, moi la question c'était comment les CV sont triés? Est-ce qu'il y a des robots qui trient les CV et qui font qu'il y a des choses qu'il faut mettre, pas mettre? Parce que moi ça m'est arrivé d'avoir des recruteurs au téléphone qui avaient déjà le CV dans la base, mais ils ne l'avaient pas vu. Qu'est-ce qui fait que, c'était le titre du webinaire, c'était la visibilité. Notre CV qui est dans le cabinet, hein, qui a été reçu, qui a été archivé, qu'est-ce qui fait qu'il va ressortir ou pas? Ok. Alors, je vois 2 points dans votre question. Donc, et je vous en remercie. Donc, le premier, c'est effectivement savoir s'il y a des robots. Il n'y a pas de robots. Donc, il faut savoir que quand vous postulez à une offre, ça va apparaître effectivement dans l'historique de l'opportunité pour nous dans notre outil. Donc, on verra effectivement si vous avez postulé ou pas. Après, votre question est intéressante parce que ça fait partie des choses qu'on essaye d'améliorer au mieux, qui est le retour candidat. Aujourd'hui, évidemment, postuler à une offre, ça va nous permettre d'avoir directement votre CV relié à une opportunité de mission chez un de nos clients. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez tout le temps un retour, malheureusement, ou qu'on va pouvoir vous appeler systématiquement en fonction des missions. Ce qui se passe, c'est que nous, on peut recevoir pour certains postes 200 candidatures en 3 jours. Donc, c'est là où je vous disais tout à l'heure aussi, l'idée, c'était de bien cibler les opportunités sur lesquelles vous postulez. Et quand on a 200 candidatures en 3 jours, comme on n'a pas de robot et que c'est nous qui épluchons en fait les CV au fur et à mesure, on peut difficilement faire des retours à tout le monde. Donc moi, ce que je préconise dans ces cas-là, c'est d'essayer de rentrer en contact avec le recruteur. Souvent, vous avez, en tout cas sur Michael Page, en bas, vous avez le nom du recruteur, de l'inviter sur LinkedIn et peut-être de lui refaire une passe sur LinkedIn en disant voilà, j'ai postulé à telle annonce, c'est vrai que je n'ai pas eu de retour. Est-ce que vous pouvez me dire si ma candidature correspond ou non? Ça peut être une clé, par exemple, pour pouvoir avoir un retour. Et puis après, si vous êtes déjà en contact avec un recruteur chez Michael Page, c'est aussi de lui faire un petit mail, lui dire, voilà, moi, c'est ce que je préconise aux candidats que je peux suivre, c'est même si vous avez postulé sur une offre que je ne gère pas moi directement, envoyez-moi un petit mail avec le numéro de l'annonce, et puis je regarderai effectivement qui est en charge et je lui transmettrai votre CV. Mais effectivement, l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le CV et pourquoi l'importance de bien détailler le CV, c'est de pouvoir effectivement mettre des mots-clés qui vont ressortir et détailler suffisamment votre CV, alors de façon intelligente, justement, pour faire en sorte que les informations phares de vos expériences puissent ressortir. Quand je dis de manière intelligente, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est toujours de détailler généralement les dernières expériences ou les expériences significatives par rapport au job ciblées et puis les autres de les faire apparaître de façon un petit peu moins détaillée, par exemple. Ça répond à votre question? Oui, en partie. Lorsque vous les triez dans vos bases de données, vous les triez comment? Vous allez les rechercher comment, les CV? Parce que c'était ça un peu ma question. C'était comment dans vos propres bases de données, quand vous avez un candidat, enfin un poste à pourvoir, vous commencez déjà par regarder peut-être j'en sais rien d'ailleurs, ce que vous avez dans vos propres bases de données. Oui. Et là, pour que ça ressorte, est-ce qu'il y a des choses qui sont à mettre en avant? C'est plutôt ça ma question. Alors nous, on va rechercher effectivement par mots-clés, par titre, par secteur d'activité, par localisation. Et c'est le principal. C'est ce qui va ressortir le plus. Donc si par exemple j'ai un poste de directeur commercial dans la plasturgie,
et que j'ai uniquement directeur commercial qui ressort, mais que vous avez mis juste le nom de l'entreprise sans mettre effectivement le secteur d'activité qui est la plasturgie, il risque de ne pas ressortir effectivement dans les résultats de recherche. D'où l'intérêt effectivement de mettre un maximum de mots-clés dans votre CV. Parfois, vous avez certains des mots-clés qui vont être recherchés par le recruteur qui sont présents dans l'annonce. Donc, n'hésitez pas à reprendre certains mots-clés, encore une fois de façon pertinente, mais pour faire en sorte que ça ressorte au maximum dans l'annonce. Ok, merci. Dans votre CV surtout. Oui. C'est quoi votre ressenti aujourd'hui? Votre question, elle vient d'où aujourd'hui? C'est que vous avez l'impression de ne pas être suffisamment appelé par les recruteurs? Alors ça, c'est certain, par rapport à d'autres postes. Et j'ai un poste qui n'est pas forcément hyper visible. J'ai un poste de direction générale, mais c'est une direction générale de plateforme Leclerc, qui est souvent assimilée à une direction de plateforme, alors que c'est beaucoup plus, en fait, une direction générale de PME. Donc, il y a déjà une espèce d'ambivalence là-dessus. Oui. Je pense que ça, c'est déjà pas évident à faire comprendre. Mais ça m'est arrivé d'être contacté suite à une démarche réseau auprès d'un recruteur sur un poste précis. Et effectivement, j'étais dans leur base, mais le CV n'était pas sorti. Oui, ça peut arriver aussi, parce que là, pour le coup, on va utiliser l'outil, enfin le robot de l'outil, plutôt que et du coup plutôt que l'humain. Donc du coup, c'est là où ça peut parfois ne pas sortir. Et à ce moment-là, d'où la nécessité d'avoir justement une visibilité qui soit, comme on disait tout à l'heure, très 360. Donc, ce n'est pas que la base de données du recruteur, c'est votre présence sur les réseaux, c'est la présence sur les CV Tech et faire en sorte de rentrer aussi en contact avec… je vous parle beaucoup de Michael Page depuis le début de ce webinaire parce que c'est l'entreprise que je représente aujourd'hui, mais l'idée, c'est aussi de rentrer en contact avec mes homologues dans d'autres cabinets de recrutement ou des cabinets de chasse de tête, en l'occurrence, qui pourraient permettre justement d'avoir une vision beaucoup plus 360, une visibilité beaucoup plus 360 aussi du marché et faire en sorte que ça ressorte mieux. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous vous rendez compte que c'est là le recruteur qui, je dirais, va plutôt se focaliser sur un titre de poste. À ce moment-là, mettez des mots-clés aussi sur gestion de PME, gestion 360, gestion de PNL, gestion de logistique. Essayez vous aussi de retranscrire en fait cet intitulé de poste dans l'émission. Ok. Alors, je vous demande 2 petites secondes. Hop. Oui, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Marie-Christelle qui demande comment fait-on lorsqu'on a un titre en entreprise qui est très spécifique, mais absent dans d'autres structures? Alors, Marie-Christelle, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, en fait. Bonjour. Bonjour, alors merci. En fait, j'ai un titre aujourd'hui qui est un titre un peu en sorte de truc multicasquette, Oui. qui a on va dire un amas de plusieurs postes dans d'autres entreprises du fait aussi de la taille de mon entreprise. Donc, c'est difficile en fait lorsque on veut le mettre sur son CV parce qu'en fait, ça donne un titre qui ne veut rien dire en fait à part chez nous. Voilà. Oui, je comprends. Effectivement, j'ai certains candidats qui ont comme ça des positions où ils sont un peu multicasquettes. L'idée, c'est effectivement de pouvoir retranscrire, comme ce que je disais précédemment, c'est d'essayer de retranscrire ce titre plutôt dans les missions
et de faire apparaître différents items, différentes rubriques dans votre expérience sur les différentes casquettes justement que vous avez pu avoir et de compléter comme ça votre expérience. Et dans le pitch de votre CV, dans l'entête, vous pouvez expliquer aussi que vous avez eu un rôle très polyvalent dans l'entreprise, que, je dis des bêtises, mais vous avez pu gérer les RH, l'IT et l'ADV. Et comme ça, de pouvoir redescendre justement les différentes missions que vous avez eues. Alors, dans le pitch, on le fait de façon très généraliste, et puis on le détaille un petit peu plus dans les missions du poste. Après, ça dépend aussi du poste que vous allez rechercher derrière. Si vous avez eu justement ce côté très 360 et que vous voulez garder ce côté 360, notifiez-le. Si par contre, vous voulez vous spécifier sur l'une des différentes casquettes que vous avez eues, notifiez-le également. Dites-le dans le pitch qu'aujourd'hui, vous avez été très multicasquette, mais qu'aujourd'hui, votre volonté, c'est plutôt d'aller dans la DRH ou dans l'IT. Que vous avez envie de vous spécialiser, par exemple. Ok, très bien, merci. C'est clair? Oui, c'est clair, merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Laure, bonjour, Pascal. Bonjour, vous Pascal. m'entendez? Oui, super. Oui, je vous entends. Merci beaucoup, Laure, pour la présentation d'aujourd'hui. J'ai deux petites questions. Une question qui est plus liée en fait à la situation du marché dans votre relation avec vos clients. Oui. Et l'autre question, je vais commencer par celle-là, et merci de l'avoir souligné à nouveau, sur le problème du court-circuitage, notamment du recruteur, Oui. qui pour moi est très très clair, à la fois pour la crédibilité du recruteur par rapport à son client et en général pour le candidat. Est-ce que d'un point de vue Michael Page ou recruteur ou de la part du client, une invitation sur LinkedIn après un entretien, donc directement avec le client, est considérée comme un court-circuitage, sachant que c'est juste en fait une mise en relation? Non. Non, une fois que vous avez rencontré le client, évidemment, je vous encourage fortement à lui envoyer une petite invitation sur LinkedIn. Okay. Si jamais vous avez un questionnement spécifique par rapport à la personnalité de votre interlocuteur, une fois que vous l'avez rencontré, n'hésitez pas à lui notifier aussi, peut-être en fin d'entretien, lui dire, bah écoutez, peu importe l'issue de notre échange, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié notre échange, je vous propose qu'on reste en contact sur LinkedIn, et puis en rentrant, vous lui envoyez une invitation LinkedIn. Non, ce ne sera pas perçu comme du court-circuitage. Mais c'est vrai que je refaisais un focus là-dessus parce que c'est important aussi que le recruteur reste votre allié dans la recherche. Et nous, en ayant aussi la visibilité de l'intégralité du processus, ça va nous permettre aussi de réaxer quand il y a besoin et de pouvoir vous apporter de l'information. Donc, s'il y a de l'information aussi qu'on n'a pas et qui est vue directement avec le client, ça peut aussi vous porter préjudice dans les échanges parce que tous les clients ne sont pas forcément habitués au recrutement non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment faire en sorte que le recruteur soit votre allié dans la recherche. Ok. Et donc, la deuxième question, c'est par rapport à la situation actuelle avec vos clients. Est-ce que ça vous arrive, et dans ce cas-là, avec votre expérience, est-ce qu'on pourrait avoir un chiffre? Est-ce que ça représente 10-15% des candidats? En général, votre client vous donne en fait son budget, grosso modo, pour le recrutement. Si la fourchette de rémunération de la part du candidat est un peu au-dessus, quel est le pourcentage de chances que Michael Page retourne voir son client en disant « Écoutez, à mon avis, c'est vraiment le meilleur candidat. Par contre, il demande 5-10 000 euros au-delà de votre budget. » Ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites, cette négociation avec votre client, et ça représente combien de pourcents de vos cas actuels? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui est très liée à la situation actuelle, s'il y a en fait des demandes, notamment, donc c'est ce qu'on voyait en fait, les à côté, c'est-à-dire si le salaire ne correspond pas forcément, quels sont les autres avantages en nature par rapport au télétravail. Je pense qu'il y a une demande de plus en plus forte de la part des candidats. Dans quelle mesure est-ce que c'est une thématique que vous abordez avec vos clients en disant écoutez, c'est le meilleur candidat, par contre, voilà, au niveau du salaire, il est OK, par contre, idéalement, 2 jours de télétravail par semaine, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, etc. Dans quelle mesure, en fait, vous êtes dans cette conversation ou de négociation avec vos clients? Alors ça, c'est hyper intéressant. Alors pour la première partie sur la rémunération, je pense que ma réponse va être aussi en lien avec la deuxième question.
Je dirais que ça dépend beaucoup de la relation qu'on a avec les clients. C'est-à-dire qu'on a certains clients qui... alors nous, on évite quand même un maximum ce type de mission-là. Ce n'est pas les missions forcément sur lesquelles on s'éclate le plus non plus. Mais on évite d'être uniquement des fournisseurs de CV auprès de nos clients. Ça, on n'aime pas du tout. Nous, notre valeur ajoutée, c'est justement d'avoir une dimension conseil auprès de nos clients. Donc, pour ce qui est de la rémunération, je dirais que... moi, 100% des cas, quand j'ai un candidat qui a vraiment réussi son entretien, que je trouve pertinent, que j'arrive à projeter sur le poste, s'il est au-dessus de la fourchette de mon client, je vais quand même en parler à mon client. Donc ça c'est quelque chose. En plus, on a quand même du mal à recruter, hein, clairement, ces derniers mois. Donc non, ça c'est des choses qu'on va discuter à chaque fois. Évidemment, il faut qu'on soit... si j'ai un candidat qui demande 20 000 de plus, enfin voilà, il faut qu'on soit quand même dans une fourchette qui soit entendable. Mais si j'ai un candidat qui est à 5 000 de plus à l'année, mais ça fait 6 mois qu'on recherche, qu'on n'a pas trouvé et que c'est le meilleur candidat pour le poste, évidemment qu'on va aller en discuter avec notre client. On ne se ferme pas de porte, en fait, là-dessus. La rémunération, la fourchette, c'est vraiment plus pour avoir un ordre d'idée, de savoir un peu comment on se positionne. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi vos prétentions. Et moi, j'aime bien demander la rémunération plancher, parce que ça permet de savoir quelle va être aussi la fourchette qu'on va avoir de négociation. Et la tendance que vous voyez au niveau des clients, vous avez l'impression, parce qu'on a vu effectivement qu'il y a de plus en plus de mobilité, il y a pas mal de tensions sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous voyez une tendance au niveau des clients de justement céder un peu plus maintenant qu'il y a par exemple 2-3 ans, ou parce que bon, la guerre des talents est une réalité, quoi. Donc alors, céder sur quoi? Sur la rémunération? Voilà, justement, donner ces 5 000 € de plus, ou c'est des clients qui sont dans des situations financières un peu compliquées et qui vous disent non, désolé, mais on ne peut pas accéder à ça parce qu'on a des budgets très serrés. Qu'est-ce que vous voyez actuellement comme... Si on parle de 5 000 € d'écart, moi, je ne vois pas le débat. Et généralement, si le client a 50 000 € de budget, il aura 55 000. Enfin, là, je suis un peu trivial, mais là, globalement, on parle de pas grand-chose. Si on s'est ramené au mois, c'est encore plus... donc non, là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de débat. C'est après quand on a des clients qui ont des fausses images du marché et qui pensent qu'ils vont recruter un directeur commercial à 45 000. C'est là où oui, on a des difficultés à recruter parce qu'on ne lui trouvera pas. Ce ne sera pas possible parce que ça ne correspond pas au marché. Mais sinon, non, on a toujours cette discussion et les clients sont friands aussi de ça, hein, majoritairement, de savoir justement quel type de candidats ils peuvent avoir pour le budget. Et à ce moment-là, on peut revoir des fiches de poste avec eux parce qu'ils auront surdimensionné peut-être les attentes. Voilà. Et ça encore, ça peut se faire que dans le cas où on a une relation de confiance avec notre client et où on peut avoir de conseils, vraiment. Et là, n'hésitez pas aussi à questionner votre recruteur sur la relation qu'il peut avoir avec son client et sur le giron qu'il peut avoir, en tout cas l'appui qu'il peut avoir auprès de son client pour défendre votre candidature. Et puis pour la partie télétravail, c'est un petit peu en lien. Alors nous, ce qu'on peut observer quand même sur le marché du travail, c'est que après la première session de confinement, etc., où beaucoup de personnes se sont retrouvées en télétravail, voire en chômage partiel, on s'était dit qu'il allait effectivement avoir un rebond du télétravail assez extraordinaire. Ça n'a pas été tant le cas que ça, finalement. Ça a été très lié à une situation à un instant T, mais ça n'a pas toujours été très, très structurel. Maintenant, on voit de plus en plus, effectivement, que le marché bouge. Allez, je dirais sur les 6 derniers mois où j'ai effectivement des clients qui étaient réfractaires au télétravail, qui commencent à s'y mettre parce qu'en fait, nous, sur le marché, ce qu'on voit surtout, c'est que les candidats vont aujourd'hui rechercher des offres avec le mot-clé télétravail. Donc là, c'est directement les talents qui demandent du télétravail. Donc nous, on pousse fortement aussi les clients par rapport à ça. Et si on a des candidats qui sont un petit peu en dehors de la zone, mais qui sont prêts à venir 2 jours sur site et le reste du temps à faire du télétravail,
Alors, on essaye d'ouvrir les lignes chez nos clients. Après, ça dépend aussi des cultures d'entreprise. Il y a des cultures qui sont ancrées depuis tellement longtemps, sur parfois des PME, où en France, il faut quand même se dire qu'on a plus une culture de la défiance que de la confiance, et c'est un peu dans les deux cas, des deux côtés, que ce soit côté candidat ou côté entreprise. Donc, c'est des choses qui vont prendre encore un petit peu de temps, mais c'est vrai que là, depuis 6 mois, je trouve que ça s'ouvre de plus en plus, et les DRH avec lesquels on peut échanger aussi régulièrement sont en train de bûcher sérieusement, ou ont déjà bûché sur justement l'organisation du travail, sur les lieux de travail aussi. Maintenant, on a des vrais changements sur l'organisation des lieux de travail. Donc ça bouge, mais pas aussi vite qu'on l'aurait voulu ou que vous voudriez. Parce qu'en fait, ma question est directement liée. Je regardais en fait vos offres d'emploi sur le site de Michael Page. C'est encore très, on va dire, régionalisé, c'est-à-dire Île-de-France, région PACA, etc. Et c'est vrai qu'en nous, en tant que candidats, si on est, on va dire, en province, on a toujours ce doute de se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup de postuler sur des postes en Île-de-France, sachant qu'on n'a pas forcément la mobilité géographique pour aller s'installer là-bas, alors que peut-être il y a des clients qui sont sous la bannière Île-de-France, mais qui sont totalement open au télétravail à raison de 2 jours par semaine au bureau. Et c'est vrai que ça change en fait totalement même la stratégie de recherche de la part des candidats, quoi. Vous comprenez? Parce que LinkedIn a sorti même une sous-section de remote, c'est-à-dire télétravail. Donc voilà, de là vient ma question en fait. Oui, donc d'où la nécessité, effectivement, encore une fois, sur LinkedIn, d'avoir un profil qui est le complété le mieux possible. Et pour cette question de régionalisation, c'est vrai, mais parce que la tendance, elle est quand même encore à une régionalisation des postes. Et on n'a quand même pas beaucoup de clients qui sont ouverts à avoir quelqu'un qui est basé à Nantes pour une entreprise basée à Grenoble. Donc ça, c'est indéniable. Maintenant, nous, on travaille aussi beaucoup, parce que notre métier a beaucoup évolué avec la crise sanitaire et les changements de marché, ce que je disais en introduction. On essaye aussi beaucoup de spécifier dans nos offres d'emploi si on est ouvert, si notre client est ouvert justement à des personnes qui seraient basées en télétravail, qui pourraient être à distance. Donc ça c'est une première chose. Et puis après, l'idée, c'est encore une fois de vous le spécifier dans votre CV ou dans les échanges que vous avez avec les recruteurs, parce que quand vous avez eu quelqu'un, par exemple, chez Michael Page en ligne, il va vous poser tout un tas de questions qu'on a vues tout à l'heure. Vous pouvez lui spécifier justement que vous êtes ouvert, par exemple, à être en télétravail pour une entreprise qui serait à distance. Et là, on parlait de Paris, typiquement, c'est un excellent exemple, puisque aujourd'hui, un Lyon-Paris en 2 heures, ça peut se faire dans la journée. Donc, exactement. Oui, ça peut. Mais je vous dis, c'est quand même, même si c'est beaucoup plus courant, ça reste quand même à la marge, parce que les entreprises ont quand même envie d'avoir les personnes un peu sous la main et de les avoir en proximité. Puis ça dépend des contextes d'entreprise. Vous avez des contextes où vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir, sur des postes de direction encore plus, d'avoir un directeur commercial qui est à l'autre bout de la France. Quand on a des contextes un petit peu compliqués en local, on a besoin quand même de cette proximité. Ok. Non, c'était juste histoire de prendre un peu la température et du retour de vos clients. Donc c'est très intéressant. Ça bouge, mais ça demande encore du travail sur... J'imagine. J'imagine. Merci beaucoup, Laure, en tous les cas, pour la présentation d'aujourd'hui. Merci. Il nous reste encore 5 minutes si on a une dernière question, si quelqu'un veut prendre la parole ou donner un ressenti, ou peu importe. Avec grand plaisir pour échanger avec vous dans les quelques minutes qui nous restent, ou des questions. Alors, comment faites-vous les recherches sur LinkedIn ? Alors, il faut savoir que chez Michael Page, nous, on a un outil qui s'appelle LinkedIn Recruiter, donc qui est un petit peu plus poussé pour la recherche de candidats que le LinkedIn classique, et qui nous permet d'avoir en fait tout un tas de critères pour rechercher les candidats. Donc, ça peut être par localisation, ça peut être par titre de poste, ça peut être par secteur d'activité, ça peut être par diplôme. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, moi, je vois quand je vais recruter
des responsables de marché dans un secteur très spécifique. Ça peut être l'eau potable, ça peut être l'électricité, etc. Voilà. Et puis, alors sachez que, alors par nombre d'années d'expérience aussi, par l'année d'obtention du diplôme. Mais sur LinkedIn, on ne peut pas rechercher par rémunération. Voilà, petite information. C'est uniquement lié à des compétences, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Mais ce qui fait que parfois, on peut avoir, encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir un profil LinkedIn qui est bien détaillé sur les missions, parce que parfois, les missions ne sont pas suffisamment détaillées. Et on peut appeler, par exemple, un directeur commercial pour un poste de key account ou de technico-commercial, c'est encore plus parlant, parce que le profil donnait à penser que c'était plutôt les missions qui allaient dans ce sens-là, alors qu'en fait, la personne était déjà sur du management d'équipe dimensionné. Donc, effectivement, si ça avait été plus détaillé, on n'aurait pas forcément envoyé de message parce qu'on aurait compris qu'un step back aussi important n'intéresserait pas forcément le candidat. Mais écoutez, on arrive sur la fin de ce webinaire et de ce temps d'échange. J'espère que vous avez pu avoir un maximum d'informations. Je reste à disposition sur LinkedIn si vous avez besoin, effectivement, pour rentrer en contact avec moi, pour échanger soit avec moi, soit avec mes collègues, en fonction de vos recherches ou de vos problématiques aujourd'hui. Et puis, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup à Claire aussi, Ruffin de l'EM Lyon, avec qui on a pu organiser cet échange entre Michael Page et l'EM. Et puis, je vous souhaite bonne continuation à tous dans vos projets, quels qu'ils soient. Et puis, vu qu'on est encore début janvier, je vous souhaite une très bonne année et puis pleine de réussite. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.